Nico Hülkenberg a sécurisé son avenir en Formule 1 en signant avec Sauber qui deviendra Audi en 2026, un contrat de 2 ans et 1 année en option qui permettra à l'écurie allemande d'arriver forte d'un pilote expérimenté. Alors comment un pilote sans podium à ce jour a réussi à signer avec Audi ? Bon, refaisons rapidement le CV du monsieur si vous le voulez bien. 36 ans, 211 départs en Grand Prix, 536 points marqués jusqu'à présent, mais aucun podium et donc aucune victoire, c'est presque bizarre. D'autant plus bizarre qu'il a cartonné en catégorie junior puisqu'il a gagné partout où il est passé. Formule BMW, l'équivalent de la Formule 4 là à l'époque, champion face à Buemi par exemple. Puis la F3 Euro Series là, champion face à Mortara ou Jules Bianchi. Puis GP2, pareil, champion face à Petrov, Di Grassi ou encore Romain Grosjean. Alors oui, la dernière fois qu'il est monté sur un podium, ça pourrait dater de 2009, à une exception près, et on va en reparler, il a gagné les 24 heures du Mans en 2015 avec Porsche du premier coup, alors qu'il roulait aussi en Formule 1 chez Force India cette année-là. Pas mal. On a donc cette éternelle question sur Nico Hülkenberg, est-ce qu'il est sous-coté ou pas ? Parce qu'il n'a malheureusement jamais transformé l'essai en 14 saisons dans le microcosme de la F1, parce qu'il n'a pas toujours été titulaire. Ça fait débat, à vous de me dire en commentaire. Ce qui est sûr, c'est que vu sa carrière à 36 ans, tu n'as aucun projet sur le devant de la grille. Il y aura toujours mieux que toi, quoi qu'il arrive, alors se voir proposer 2 ans plus une option d'1 an chez un nouveau constructeur de la stature d'Audi, mais c'est de l'or en barre pour n'importe qui, et en particulier pour l'Allemand qui revient plutôt de loin. Alors au lieu de le présenter en Winning Championship Material comme ça a été fait chez Renault avec Cyril Abiteboul avant de se faire virer accessoirement, on dit rien, bien au contraire. Pas de pression avec des objectifs qui n'ont aucun sens avec les moyens plus que limités, pas de pression sur c'est notre futur champion du monde, pas de pression sur 2025 en termes de résultats parce que c'est de la transition. Et encore mieux, on sait d'avance que ce ne sera pas lui le numéro 1, ou alors au mieux il aura un statut égalitaire vu que Audi cherche à signer Carlos Sainz. Il est tout confort là le Nico Hülkenberg. Parce que oui, Nico Hülkenberg aujourd'hui c'est le parfait pilote pour commencer une sorte de My Team 2025 avec Audi. Il est propre, il commet que très peu de fautes, il a de par son expérience un véritable retour technique, ce que cherche justement Audi pour arriver en Formule 1. Car en 2025, Audi ne va pas regarder les résultats, mais va entamer la transition vers 2026. Hülkenberg va bosser dans le simu comme jamais, comme finalement beaucoup d'équipes et de pilotes. C'est un excellent pilote sur lequel un constructeur peut s'appuyer pour construire un projet. Et c'était déjà le cas avec Renault quand il était arrivé en 2017. Mais cette fois-ci, il arrive en terre déjà un peu conquise, car son patron, Andreas Seidl, c'est le même patron qu'il avait quand il a gagné avec Porsche les 24 heures du Mans en 2015. Et il y a 10 ans, il avait même posé ses valises à Hinwil, vous savez, justement, chez Sauber là. Ça s'était vraiment plutôt bien passé avec une P4 par exemple au Grand Prix de Corée. À l'époque, c'était une vraie perf. Alors ça pourrait faire un peu penser à un certain Nico Rosberg qu'on est allé chercher chez Williams, même s'il était déjà monté plusieurs fois sur le podium sans jamais gagner de Grand Prix, pour le projet Mercedes en 2010. Rosberg, c'était un pilote milieu de plateau, rien de mauvais, rien de très transcendant non plus, quoi. Et boum, l'histoire était en marche. Bon, si on connaît les qualités de Nico Hülkenberg, entre le retour technique, le sérieux, l'absence de pression pour 2025, bon après il y aura de la pression un peu plus tard, mais voilà, ses relations avec Andreas Seidl et sa carrière globalement, on a un chouette candidat pour Audi. Bon ok, il est aussi allemand et c'est peut-être pas anodin, mais justement on va en reparler. Mais l'autre question, c'est qu'est-ce que Audi y gagne dans toute cette histoire? Et surtout, est-ce que le projet est vraiment aussi intéressant et important que celui avec lequel on va forcément un peu le comparer? Mercedes en 2010, puis champion dès 2014 avec les nouveaux moteurs hybrides. Audi, c'est les petits nouveaux et donc forcément ils traînent avec eux des incertitudes tout à fait normales et c'est leur plus gros handicap pour le moment sur le marché. Ils ont donc un déficit d'image. Ils sont forcément moins attractifs qu'une écurie équivalente, déjà existante, dont on connaît beaucoup plus de choses puisqu'on les voit un dimanche sur deux quasiment à l'œuvre sur un circuit. Par exemple, on n'a jamais cité les noms de Fernando Alonso, Lewis Hamilton ou bien Max Verstappen pour les lier à un baquet Audi. Probablement qu'il y a eu des discussions à l'abri des regards, etc. Tu vois, comme c'est de coutume parce que faut jamais écarter complètement une piste en Formule 1, sinon tu fais pas bien ton boulot. Mais voilà, en tout cas, on n'a jamais vraiment lié ces noms à Audi. À partir de là, tu peux pas tout de suite engager ta superstar. Du moins, c'est moins évident, surtout qu'il y avait mieux sur le marché une fois qu'Hamilton a commencé à faire tomber les dominos
Le baquet Audi n'était pas spécialement le plus sexy en début de saison avec tout ce qui se tramait dans les autres écuries, que ce soit chez Red Bull, Mercedes, etc. On en avait déjà parlé. Donc au choix pour Audi, un pilote expérimenté de milieu de grille ou un jeune prometteur. Je vais pas vous faire trop un dessin, mais je pense prendre un Oli Berman, un Kimi Antonelli ou même un Isaac Hadjar. Peu importe en fait, quand t'as pas encore construit et posé la moindre monoplace sur la piste, ça fait peut-être un petit peu léger quand même. Et puis alors c'est pas très pragmatique comme réflexion, surtout pour des Allemands un peu cartésiens, tu vois, qui veulent que tout soit un peu carré. Donc pour ce premier baquet, on s'oriente vers le pilote expérimenté et le meilleur choix c'est effectivement Nico Hülkenberg, c'est plutôt un team player. À part avec Magnussen en 2017, il a jamais eu d'embrouille avec personne, c'est pas un mec dans les spotlights, c'est un parfait numéro 2 qui se bat en haut du milieu de peloton avec 4 Q3 et 3 entrées dans les points cette année, donc voilà. Mais c'est aussi et surtout pour tout ce qu'il représente, et peut-être que c'est ça qui a fait pencher la balance du côté de l'Allemand et pas de Bottas par exemple. La coupe mulet de Bottas, la roue libre complète sur la pub pour Car Share, là en Australie, le calendrier à poil, bref oui, c'est méga stylé, c'est génial, moi j'adore, tu vois, c'est un style néo-rétro des années 80, mais vous en conviendrez que ça fait pas penser spécialement à Audi. Là où un Nico Hülkenberg est 1000 fois plus lisse, sobre, qui fait jamais aucune vague, tu te diras « Ouais, ça sonne juste, ça manque d'originalité, probablement, mais c'est pragmatique. » Et n'oubliez pas, la Formule 1, c'est aussi de la communication et du marketing. Il n'y a pas si longtemps, le groupe Volkswagen, dont Audi fait partie, s'est mangé le Dieselgate et une amende de plusieurs milliards de dollars pour avoir truqué leur calculateur pour passer les fameuses normes anti-pollution. Alors, 1, tu te fais tout petit et tu te fais oublier. 2, tu te calmes sur le sport auto parce que tu n'en as pas forcément besoin pour vendre des voitures, hein, évidemment, il faut faire du bon boulot déjà. Et 3, quand on propose une catégorie où on travaille les technologies des biocarburants, de l'hybride, etc., tu lèves tranquillement la main et tu te mets au boulot. Alors non, je vous vois venir, ce n'est pas du greenwashing. Le greenwashing, ça serait par exemple de rentrer en Formule 1, dire que tu utilises le carburant propre et que c'est génial, alors qu'en fait tu utilises une essence tout à fait normale. Dans le greenwashing, il y a cette notion de tromper. En revanche, si tu joues le jeu et que les actions matchent avec ce que tu dis, on est bon. Faites gaffe à bien faire la différence, elle est souvent très fine et très touchy et pas facile à voir. Bref, l'enjeu de l'image est très important pour Audi et évidemment le groupe Volkswagen à plus grande échelle. Et je vais même aller plus loin. Est-ce que Nico Hülkenberg n'apporte pas à Audi une corde supplémentaire à son arc face aux incertitudes que l'on peut avoir? Est-ce que Hülkenberg, qui signe chez Audi, rend pas Audi plus crédible sur le marché? Alors c'est pas drastique, hein, mais je pense sincèrement que ça a une petite influence sur le sérieux global du projet. Il peut apporter une notion, vous savez, de garant un peu presque. Le projet Audi s'est construit relativement sérieusement quand on parle de marketing et de choix stratégiques dans l'ensemble, mais vous allez voir, il y a quelques petites alertes qui me font un petit peu peur quand même et c'est pas ouf. On ne va pas refaire toute l'histoire d'Audi, mais quand ça entre dans une catégorie, c'est rarement pour rigoler. Sans l'humour, c'est pas trop ça chez eux. En rallye avec la Quattro dans les années 80, boum. Les années 2000 et la domination 24 heures du Mans, boum. Gagner le Dakar avec une voiture hybride un peu particulière, boum. Le DTM, des belles années 2000, là, ça s'est pas trop mal passé, boum. La Formule E, boum. Pas beaucoup, une fois, hein, mais boum quand même. Bref, Audi, c'est la culture de la gagne. C'est déjà juste par leur palmarès une certaine pression d'entrée de jeu. Bien sûr, on va leur laisser le temps, mais on s'attend à les voir réussir. Eux qui n'acceptaient de rentrer en F1 que si on enlevait le MGUH de l'équation, par exemple. À la base, Audi devait racheter progressivement Sauber pour prendre 75% de l'entreprise. Finalement, ils ont accéléré le processus et ils ont décidé de tout racheter. C'est un risque, mais ça témoigne aussi de l'engagement du constructeur en F1 pour les années à venir. Quand à la même période, des rumeurs dans la presse faisaient état d'un nombre d'incertitudes sur ce projet justement. Alors derrière, on peut compter les 3000 m² du Audi Competence Center, entendez par là la nouvelle usine de Audi Sport, un peu façon Aston Martin. Là-bas, tu as des ateliers, bancs d'essai, bureaux d'ingénierie, entrepôts logistiques, etc. Bref, t'as tout. Et puis, qui dit bâtiment de 3000 m² dit qu'il serait quand même peut-être pas mal de les remplir avec des gens compétents du côté moteur, parce que c'est là qu'il y a tout à faire. On a recruté 260 ingénieurs sur les 300 prévus pour le moment. Alors évidemment qu'il va y avoir du transfert de savoir en interne entre les projets LMP1, même si ça date un petit peu quand même, Dakar et Formule E surtout, il y a un petit peu de quoi faire. Mais attention, concevoir un V6 1,6 litre turbo hybride, il n'y a rien de facile, on en a déjà parlé dans une autre vidéo.
La tâche, elle reste ardue et si on doit faire un comparatif avec l'arrivée de Mercedes, n'oubliez pas qu'ils ont mis 4 ans, si ce n'est plus, à bûcher sur le moteur hybride de Formule 1 pour 2014. Audi, ils se sont officiellement engagés mi-2022 et les règlements étaient encore en élaboration. C'est toujours un petit peu le cas. Donc la situation n'est pas la même que pour Mercedes, le temps est plus court et le projet est forcément peut-être un petit peu moins mature qu'en 2014 par exemple. Car oui, il y a aussi la partie châssis qui va changer et de ce côté-là, on se tourne vers Sauber. Et Sauber, pour le moment, c'est pas foufou. Ils ont signé James Key, qui a pas pondu des super bagnoles dans les écuries par lesquelles il est passé. Il a fait Midland F1, Spyker, Force India, Sauber et dernièrement McLaren. Et bizarrement, depuis qu'il n'est plus chez McLaren, ça va mieux. Et justement, à InWheel, il y a encore beaucoup de boulot pour faire de cette équipe de course un top team comme il se doit. Là, je parle forcément des ingés, des mécanos, de tous ceux finalement qui aujourd'hui contribuent à la performance en piste chez Sauber et qui sont sur les grands prix, si tu préfères. On en est encore assez loin, quoi. C'est pas un top team. Et justement, le patron de Audi Formula Racing, c'est le nom un peu légal de l'entreprise pour le projet global, a annoncé fin 2022, je cite, « On veut être compétitif en 3 ans, c'est un objectif réaliste. On veut courir pour des victoires lors de la 3e année. » Aïe, 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 aïe. Alors moi perso, ça me rappelle pas spécialement des bons souvenirs. Il y a un gars qui est plus dans le paddock aujourd'hui qui avait annoncé la même chose et ça paye encore les pots cassés dans cette écurie. Bon après, chez Audi, le plan de jeu est peut-être différent de celui d'Alpine pour le moment. Ça avance de tous les côtés correctement, mais cette sortie dans la presse met une pression absolument inutile, je trouve, sur tout le projet. Alors peut-être qu'à l'époque, c'était aussi pour tenter de séduire des pilotes, dont un Carlos Sainz qui était en négociation avec Ferrari par exemple, mais ouais, c'est peut-être pas le bon move, je trouve. C'est tendu. Et justement, alors, ce deuxième baquet, on en fait quoi? Alors, Audi est en train de mettre la pression sur Sainz pour signer, ce qui serait le meilleur pilote qu'il puisse avoir sur la grille, car c'est celui qui correspond parfaitement à un tel projet. Hülkenberg, Sainz, d'ailleurs, ça avait été des coéquipiers chez Renault en 2018, et ça s'était très bien passé. Le problème, c'est que Sainz, il joue la montre parce qu'il attend ce que Red Bull et Perez vont faire ensemble, parce que rien n'est sûr. Pareil chez Mercedes pour le moment, Antonelli c'est pas le prodige en F2 qu'on nous a promis. Et puis on a d'autres candidats sur le marché qui ont un profil peut-être un peu inférieur à Sainz, mais similaire et dans le même tempo entre guillemets de carrière. On a un Esteban Ocon dont on a eu pas mal de rumeurs d'intérêt d'Audi déjà l'année dernière. Pierre Gasly qui représente un candidat qui est tout à fait similaire. On avait aussi Alex Albon qui aurait été un très bon choix, mais il a re-signé chez Williams, donc terminé. Daniel Ricciardo, il est peut-être un petit peu trop passé. Après les échecs Renault puis McLaren, ça fait un petit peu trop pour construire quelque chose de nouveau encore avec lui. Peut-être qu'il est un peu trop âgé. Perez, s'il venait à quitter Red Bull, j'ai un peu du mal en vrai, sachant qu'on a déjà vu l'association Hülkenberg-Perez qui fonctionnait bien, hein. Il n'y a rien de transcendant, puis on cherche quand même un gros pilote, quoi, genre une star ou une future star si possible. Alors du coup, est-ce qu'il faudrait aller chercher en dehors de la F1 ? Vous me voyez venir, peut-être un Sébastien Vettel qui correspond lui aussi parfaitement aux enjeux écologiques du sport auto, ce serait loin d'être idiot, sachant que Dieselgate, tout ça. Mais avec 24 Grands Prix par an, loin de la famille, je ne sais pas si c'est le projet qui lui fait envie, parce que justement, il a arrêté pour ça. Alors bon, à vous de me dire dans les commentaires si vous avez des idées. En tout cas, Nico Hülkenberg a sa dernière chance dans un projet énorme et c'est totalement mérité pour lui, vraiment. Audi arrive avec du sérieux, mais il manque quelques petites choses, ce qui donne forcément de l'incertitude. Même si le projet avance bien, il faut le prendre avec des pincettes encore. Il y a encore une tonne de taf à faire, vraiment. Et si on est un peu plus réaliste, j'aurais tendance à dire qu'Audi jouera peut-être les victoires et les podiums plutôt d'ici à 5 ans, le titre d'ici à 7 ans peut-être. La concurrence, elle est devenue tellement rude qu'il va falloir vraiment faire la diff sur tous les aspects et même tous les détails. À voir si Audi arrivera à conquérir la catégorie reine du sport automobile après tous les autres succès dans le sport auto mondial.